À la une, cet après-midi, reprise du procès de contrebande aggravée de carburant. Les avocats de la défense dénoncent une détention arbitraire des clients poursuivis pour flagrant délit de contrebande aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Une cinquantaine de prévenus passeront à la barre dans le cadre de ce procès. Procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons, c'est au tour des témoins d'apporter leur version des faits. Le capitaine Boukari Kaboré dit le Lion, qui a témoigné hier, explique que l'assassinat du père de la Révolution a été minutieusement préparé et intelligemment orchestré et exécuté. Il souligne que Thomas Sankara a été alerté. Et puis Coupe du Monde Qatar 2022, les étalons ont manqué la qualification hier face au Fennec d'Algérie. Malgré leur détermination, les poulains de Kamoumalo n'ont pas arraché la victoire qu'il fallait pour passer à l'étape de barrage. Les étalons ont fait match nul de 2 buts partout contre l'Algérie. Bonjour, bienvenue à ce 13h et merci de nous rejoindre. Ouvert le 26 octobre dernier puis renvoyé, l'audience du procès de l'affaire trafic de carburant a repris hier, 16 novembre 2021. Après une guerre de procédure entre les avocats de la défense et le parquet, les auditions ont pu commencer. Dans le box des prévenus, 51 personnes poursuivies entre autres pour trafic illégal de carburant, complicité de contrebande, recel de carburant et ouverture de stations d'essence sans autorisation. Abdoulrahim Nienye. Les débats étaient très houleux dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Ouaga 1 à la reprise de l'audience du procès affaire contrebande aggravée de carburant. Après avoir notifié à chacun des 51 prévenus les accusations qui pèsent contre eux, les avocats de la défense soulèvent des exceptions de nullité des procès verbaux de leurs clients. Première exception soulevée, la garde à vue qui a duré 25 jours au lieu de 15 jours, sans pour autant une ordonnance de prorogation signée par l'autorité compétente. Pour les avocats, cela est une détention illégale, assimilable à la torture. Deuxièmement, les officiers qui ont mené l'enquête dans cette affaire n'ont pas reçu l'habilitation du parquet général et toutes les pages du procès verbal n'ont ni été signées par le juge d'instruction ni par les prévenus conformément à la loi. On a indiqué que la procédure n'a pas été, un certain nombre de choses n'ont pas été respectées, notamment la procédure relative à la garde à vue. Donc nous avons demandé au juge de constater tout simplement que la procédure n'a pas été respectée et de prononcer l'annulation pure et simple des différents procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire. Bon, le tribunal a décidé donc de joindre cette exception au fond, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas statuer sur l'exception soulevée. Voilà, c'est au fond qu'il va statuer sur cette exception. Passé cette étape, l'audience commence avec Karim Dialga, transporteur de profession. Il est prévenu pour des faits d'importation illégale de carburant, spéculation et stockage dangereux du carburant. L'accusé dit ignorer l'existence d'une procédure d'importation du carburant. Il dit bénéficier de l'aide de ses camarades pour contourner les services de la douane. Le parquet revient à la charge et le prévenu avoue qu'il transporte avec ses camions-citernes du carburant au profit de la Sonabi et parallèlement avec son camion 10 tonnes, il fait de la contrebande. Ce n'est pas fini. C'est vrai que mon client a été interrogé ce soir, mais en réalité ce n'est pas fini. Il y a un autre prévenu qui sera à la barre demain. Donc le tribunal va instruire et plus tard maintenant, il pourra revenir sur chacun des prévenus et donner la parole maintenant aux avocats pour qu'ils puissent plaider. L'audience se poursuit ce 17 novembre avec l'audition de Lassane Dayamba. Lui également est poursuivi pour importation illégale de carburant.
Démarrage de l'audition des témoins dans le cadre du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Premier à passer à la barre, le capitaine Boukari Kaboré dit le Lion. Il était membre du comité national de révolution. C'est un témoin soulagé qui s'est présenté hier à la barre. Il soutient que Thomas Sankara a été averti sur son assassinat. Daouda Traoré, lieutenant au moment des faits, était très proche au capitaine président. Pour ces deux officiers, l'assassinat de Thomas Sankara était minutieusement préparé. Michael Toukré. À cette première journée d'audition des témoins, Boukari Kaboré, dit le Lion, était à la barre. Selon lui, sa présence à la barre est un véritable soulagement, 34 ans après les événements du 15 octobre 1997. Alors ça me soulage parce que vraiment les accusations que j'avais sur la tête, vraiment ça me faisait souffrir. Avant d'ajouter que je suis bien placé pour parler du 15 octobre puisque pour le témoin, l'assassinat de Thomas Sankara a été minutieusement planifié. Et pour lui, Blaise Compaoré savait qu'il ne pouvait pas arrêter Thomas Sankara. La solution était de porter atteinte à son intégrité physique. Thomas Sankara savait qu'il devait être tué et a été prévenu, mais il a refusé qu'on arrête Blaise Compaoré. Je ne force pas tout le monde à aimer Thomas Sankara, mais c'était un homme, une intégrité par excellence. C'était un suicide. Mais si j'étais à la place, j'allais le faire aussi. Vous savez, il faut mourir en grand. C'est ça qu'il a cherché. J'ai dit, ça a été planifié parce que nous, on suivait ça depuis. Et d'ailleurs, même le président Fidel Castro a été le premier à annoncer ça. Donc, ce n'est même pas dans le pays ici, ça vient de l'étranger. J'ai tellement souffert de courir pour le protéger par là, courir pour le protéger par-ci. J'ai traîné longtemps là. Mais personne ne peut quelque chose contre la volonté de Dieu. Le second témoin à la barre, Daouda Traoré, lieutenant au moment des faits. Selon lui, il y avait effectivement des difficultés dans la conduite de la révolution et des tracts orduriers circulaient contre le président du Faso, à l'époque Thomas Sankara. Je suis allé le voir, on lui a dit qu'il y avait un complot contre lui, il n'a pas répondu. L'homme est loyal, intègre et très juste. Avant d'ajouter que Blaise Compaoré avait un problème avec Thomas Sankara et la révolution. La grosse faiblesse selon lui de Thomas Sankara est qu'il n'appliquait pas de rigueur contre Blaise Compaoré. En 4 ans de révolution, je n'ai jamais vu Thomas Sankara contredire Blaise Compaoré. Pour la partie civile, ce n'est que le début de la vérité dans les événements du 15 octobre 1997. L'un des témoins dit clairement que le général Gilbert Diendéré, lors d'une assemblée générale, avait reçu une note d'information informant qu'il devait avoir, on va dire, des événements dans la soirée, alors que lui, dans sa déposition, lorsqu'il est passé, a dit que jamais, en aucun moment, sauf par des rumeurs, il n'avait entendu parler d'une chose de ce genre. Je crois que Palme Jean-Pierre aussi a été mis en difficulté par le témoin colonel Traoré, qui a bien clairement dit que Palme Jean-Pierre était celui-là, au moins, s'il ne les avait pas en tout cas fait incarcérer, au moment de leur libération, c'est lui qui avait donné l'ordre de libération, qui les avait reçus et qui leur avait donné le motif de leur arrestation. Et il y aura d'autres témoins qui viendront conforter ce que ces premiers témoins ont dit. Et ça viendra donc, de notre point de vue, étayer et consolider la thèse que nous soutenons depuis le début de ce procès. L'audition des témoins reprend ce 17 novembre, toujours avec Boukari Kaboré, dit le Lion, à la barre. Devant le tribunal, Voilà, c'est terminé pour les procès dans ce 13h plénière à l'Assemblée nationale maintenant. Hier dans la matinée, les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant modification de la loi 021 du 11 juin 2015. Elle porte création, organisation et fonctionnement de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres au Burkina Faso en salle BF. Dans le projet de loi, il est proposé de regrouper en un 3 postes financiers DAF, comptable, DCMF deviendront tout simplement DFC pour alléger la gestion. Les détails de la plénière avec Sanata Siré. Abstention. Le projet de loi soumis au vote de la représentation nationale ce mardi porte principalement sur la suppression des postes de directeur de l'administration et des finances, d'agents comptables et du directeur du contrôle des marchés publics de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres au Burkina Faso en salle BF. La dite loi propose en retour la création d'un poste unique de directeur financier et comptable. Avant qu'elle ne soit adoptée, l'occasion a été donnée au ministre Al-Kassoum Maïga, ministre en charge de la recherche scientifique, d'apporter une fois de plus des éclaircissements quant à la nécessité de modifier cette loi. Vous avez le DAF, vous avez le comptable, vous avez le DCMF, ça fait 3 postes. La modification nous ramène à un seul poste qui est celui de DFC. Donc, au niveau des finances,
on préserve et on économise des fonds au niveau donc de l'ANSAL-BF. En plus de la possibilité de glisser vers la gestion de type privé qui donne plus d'autonomie et de flexibilité dans la gestion des ressources. Donc cette relecture vise à faire en sorte qu'on allège le poids, n'est-ce pas, la pression sur les ressources de l'ANSAL-BF et puis surtout que c'est une institution qui n'a pas beaucoup de ressources. Et quand vous avez ces trois-là, il y en a qui viennent, qui séjournent 6 mois et qui repartent parce qu'il n'y a pas assez d'avantages à prendre au niveau de l'ANSAL-BF. Le projet de loi soumis comporte 2 articles qui proposent la modification des articles 17, 23, 34 et 36 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ANSAL-BF, a expliqué la Commission de la jeunesse, de l'éducation, de l'emploi et de la culture de l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale avec 119 votants. L'Assemblée nationale a adopté. Dans une période où on parle donc de réduction du train de vie de l'État, je pense que ça vient à point nommé. Et l'autre aspect, c'est de glisser de la comptabilité de type public vers la comptabilité de type privé, qui va permettre effectivement d'avoir de la flexibilité au niveau donc de la gestion des ressources de l'académie. Mais la loi étant votée, il faut maintenant un décret qui accorde donc une dérogation à l'académie pour le glissement de la gestion publique vers la gestion privée. Donc c'est avec satisfaction que nous sommes venus pour défendre cette loi-là et nous pensons que l'Académie va avoir maintenant les coups de franche pour pouvoir accompagner le gouvernement. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres, faut-il le rappeler, est une autorité scientifique indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour objectif de promouvoir le développement socio-économique du Burkina Faso via les sciences, les arts, les lettres et la culture. Elle regroupe en son sein des scientifiques et des chercheurs des centres de recherche des universités publiques élus par leurs pairs. 7e session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation CONAD. Les 48 heures d'échange ont pris fin hier. Les nouvelles stratégies dégagées vont permettre d'atteindre d'ici 2026 des résultats conséquents, notamment dans le transfert des compétences et ressources, ainsi que le renforcement des capacités. Précision avec Serge Kabouré. Les lampions se sont éteints sur la 7e session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation CONAD dans l'après-midi de ce 15 novembre. Au terme des travaux, il ressort de nouvelles stratégies en faveur de la décentralisation ainsi que l'approfondissement des réformes. L'exécution parfaite des décisions issues de notre session doit permettre, d'ici à la fin 2026, d'atteindre des résultats déterminants en termes de fourniture de services publics locaux de qualité et accessibles aux populations, de transfert effectif des compétences et des ressources à travers l'adoption de la loi de programmation financière, de renforcement des capacités locales en vue de l'exercice efficace de la maîtrise d'ouvrage public local, de l'appui effectif à l'élaboration et à la mise en œuvre des instruments d'orientation et de planification au niveau local et enfin de la gouvernance locale participative. Après avoir examiné le rapport de suivi de la mise en œuvre de la tranche annuelle du plan d'action quinquennal 2018-2022, un nouveau référentiel du cycle 3 de la décentralisation a été adopté. Nous avons la vision prospective à l'horizon 2040. Nous avons la politique nationale de la décentralisation et la stratégie décennale de la décentralisation. Donc c'est cette stratégie décennale de la décentralisation actuellement que nous sommes en train de vouloir opérationnaliser parce qu'il y a eu d'abord un premier plan quinquennal 2018-2022 et qui a connu beaucoup de difficultés quant à son exécution. Parce que ce premier plan quinquennal n'avait pas pris en compte les réalités que nous connaissons aujourd'hui, notamment la situation sécuritaire et sanitaire difficile que nous connaissons aujourd'hui. Donc il fallait donc procéder à sa relecture. Donc ce plan quinquennal a été relu et revu pour devenir maintenant un plan quinquennal 2022-2026 de la stratégie décennale de la décentralisation. Organisé de concert avec les gouverneurs des régions, les collectivités territoriales, les présidents des conseils régionaux ainsi que les partenaires techniques et financiers, la 7e CONAD était placée sous le thème « Financement des collectivités territoriales, clé de voûte du succès de la décentralisation ».
Des cadres de la fonction publique sont en formation sur le management des institutions publiques. La session de renforcement de capacité a été ouverte le lundi pour 2 semaines. Les participants vont être outillés pour un meilleur management des structures publiques et une meilleure gestion du changement de réforme au sein de l'administration publique. Cérémonie d'ouverture de la session avec Mamitriana Kamabo. Ils sont 25 cadres du ministère de la fonction publique à prendre part à cette session de renforcement des capacités. Au cours de ces 2 semaines de formation, ces agents vont être outillés pour un meilleur management des structures publiques et une meilleure gestion du changement de réforme au sein de l'administration publique. Vous savez que la gestion du changement n'est pas simple, surtout lorsqu'on est dans un environnement comme le nôtre avec des mouvements sociaux, des gens, des citoyens beaucoup plus exigeants, beaucoup plus portés à revendiquer. Il faut vraiment des capacités managériales d'un certain niveau pour pouvoir faire les réformes qu'il faut au sein de l'administration publique et pour pouvoir gérer les structures publiques de manière à donner satisfaction aux usagers. C'est une session participative à en croire Frédéric Martin, formateur. 2 thématiques seront développées au cours de cet atelier. Il s'agit notamment de la maîtrise de la gestion des institutions publiques et la maîtrise des relations humaines dans le cadre des réformes de la fonction publique. On va aborder ces différentes questions de management à l'interne de chaque institution, mais aussi entre les institutions. Il faut vraiment identifier non pas des théories, des concepts généraux, mais des applications concrètes. Au cas donc actuel de la situation que vivent les cadres de la fonction publique au Burkina. Donc on va essayer dans la mesure du possible de capitaliser et de présenter des cas pratiques, des exemples concrets adaptés à la situation actuelle du Burkina. Cet atelier de formation en management des institutions publiques est financé par la Banque mondiale, la coopération suédoise et le cabinet IDEA Canada. Toujours dans la même veine, cadre de formation et surtout d'information au profit des acteurs des médias burkinabés. Ils ont été initiés dans le domaine de la santé mentale, précisément sur le droit des personnes atteintes de troubles mentaux. Pour l'occasion, l'intervention de CBM Suisse au Burkina Faso a été évoquée. Notre reporter Fatima Tanikima était l'une de ces journalistes bénéficiaires de cette formation. Son compte rendu pour vous. La santé mentale, définie par l'Organisation mondiale de la santé OMS comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté, vient mettre à nu l'état mental actuel des populations burkinabées. Et cela à cause de la situation sécuritaire délétère. Selon une enquête sur les troubles mentaux en population spécifique, il est ressorti que la majorité des populations civiles, des zones de guerre et celles déplacées sont atteintes de troubles mentaux. Des traumatismes qui ne sont pas nécessairement pris en charge, car 76 à 85% des personnes atteintes de troubles mentaux sévères ne reçoivent aucun traitement dans les pays à revenus faibles. La situation de la santé mentale interpelle tous les acteurs parce que c'est un problème qui est assez préoccupant, et surtout dans un contexte où il y a beaucoup d'angoisse liée à la situation sécuritaire que traverse actuellement notre pays. Le monde entier vient de traverser également des moments difficiles avec la maladie à coronavirus. Donc toutes ces situations-là vont avoir un impact sur la santé mentale des populations. En plus de la situation sécuritaire, il existe également des facteurs individuels, culturels et politiques qui jouent sur la santé mentale des populations, selon le professeur Aruna Ouedraogo. Et pour pallier cette situation dégradante de la santé mentale, le ministère de la Santé burkinabé bénéficie du soutien de CBM Suisse, une organisation internationale chrétienne d'aide aux personnes souffrant de handicap. Nous avons initié avec le ministère de la Santé la formation des non-spécialistes, c'est-à-dire des médecins non spécialistes, des infirmiers non spécialistes, des sages-femmes non spécialistes. Et nous sommes allés jusqu'à avoir des journées de sensibilisation des agents de santé communautaires et aussi même des guérisseurs.
Donc le fait de former des agents non spécialistes nous permet de les doter des compétences qui leur permettent en tout cas de faire face à un certain nombre de pathologies mentales, ne serait-ce que les dépister, ne serait-ce que suivre et puis les référer aux besoins aux spécialistes qui sont dans certaines chefs-lieux de province ou de région. Cette session d'information entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, commémorée chaque 10 octobre dans le monde. Le thème retenu cette année est axé sur le respect des droits des personnes atteintes de troubles mentaux. La première session de formation transversale du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle PAIC-GC a pris fin vendredi dernier à Zignaré dans la région du Plateau central. Les travaux ont réuni 75 participants repartis avec des notions sur les industries créatives et la gouvernance culturelle. Pour la cérémonie de clôture, on reste avec Fatima Tanikima. Ils sont entrepreneurs culturels, responsables de fêtières et agents publics de l'administration culturelle. 5 jours durant, ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur l'élaboration des politiques publiques et des projets culturels. Le coordonnateur national du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle s'est dit satisfait du déroulé de cette première phase de la formation. L'idée pour nous, c'est de créer une communauté d'acteurs qui ont la même compréhension et qui apprennent les enjeux des industries culturelles de la même façon. Ce n'est que le début d'un cycle qui doit nous amener également avec le même corps de 75 personnes et continuer à aborder tous les autres pans. Pour cette première session, on a plus abordé les politiques publiques et les autres sessions vont nous permettre d'aller un peu plus de façon pratique sur les autres aspects, les autres dimensions du développement des industries culturelles. Les participants, eux, ont émis quelques insuffisances d'ordre organisationnel, mais ils disent être ressortis plus aguerris de cette formation. Je pense que la formation nous a été bénéfique. Nous avons en tout cas parcouru un peu toute la documentation concernant la politique culturelle au Burkina Faso, chose que nous ignorons. Et ensuite, nous avons en tout cas parcouru aussi tout ce qui est industrie culturelle, tout ce qui est économie créative. Et à la fin, nous avons en tout cas, on s'est exercé à prendre l'élaboration d'un projet. C'est vrai que j'ai eu des informations sur mon métier, mais ce que j'ai surtout appris, c'est dans notre domaine concernant le montage des projets que nous avons. Là, j'ai beaucoup appris. Un rappel, cette formation n'est que la première session de formation du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle. Les participants, au nombre de 75, bénéficieront ensuite de coaching sur le terrain pour une bonne maturation de leur projet avant de terminer avec une autre session en salle pour boucler la formation. Lancement des travaux d'achèvement des infrastructures des séments de Kampti, Ndorola, Diebougou et Pau. Le ministre en charge de la Santé sur place samedi dernier a précisé que ces travaux devraient être achevés dans 4 mois. Cette sortie était l'occasion pour le ministre de procéder à l'inauguration de la nouvelle maternité du Centre de santé et de promotion sociale CSPS de Dakola. Les images avec Mamitriana Kamabo. Cette cérémonie marque la reprise des travaux de construction des centres médicaux avec antenne chirurgicale de Kampti, Ndorola, Diebougou et Pau. Les travaux de ces infrastructures avaient été affectés par la crise sécuritaire et sanitaire, selon le ministre de la Santé. D'ici à mars 2022, ces centres médicaux serviront de cadre agréable et fonctionnel d'accueil des patients pour une offre de soins de qualité, foi du professeur Charlemagne Ouetraogo. Dans la prévision, dans 4 mois, ces travaux doivent être achevés et nous allons faire le tour pour qu'il y ait de la visibilité sur les efforts fournis par le gouvernement en matière d'infrastructures sanitaires pour offrir des soins de santé de qualité aux populations. Et nous avons en tout cas pris toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de difficultés financières afin que la maîtrise d'ouvrage déléguée et les entreprises puissent avoir les ressources financières et poursuivre la dynamique.
La réalisation de toutes ces infrastructures a été confiée à des entreprises burkinabais. Le ministre de la Santé a invité les autorités, la société civile et la population de ces localités à faciliter le travail et accomplir leur droit de contrôle citoyen sur ces travaux. Il faut bien que nous puissions rendre visite aux entreprises qui sont sur les chantiers. Deuxièmement, nous devons connaître certainement les délais d'exécution des différents chantiers. Et nous devons également regarder du point de vue de la qualité. Chaque fois que nous constatons des insuffisances quant à la qualité des matériaux, il faut attirer l'attention aux équipes de droit pour que les techniciens qui sont commis à cette tâche-là puissent venir. Le coût global du projet de renforcement du SEMA de Pau et de Diebougou est estimé à 1,5 milliard de francs CFA et celui de la construction des centres médicaux de Kampti et Ndorola à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Nous sommes déjà pour les 4 transformations à un montant de 3,5 milliards de francs CFA et également à peu près ce même montant pour les transformations des centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux. Vous savez très bien qu'avec la Covid, il y a eu une augmentation des coûts des matériaux et nous osons espérer que nous allons rester dans ce schéma pour qu'il n'y ait pas de difficultés dans les 4 mois à venir. Profitant de sa présence dans la région du Centre-Sud, le ministre de la Santé a inauguré la maternité du Centre de santé et de promotion sociale de Dakola. La réalisation de cette maternité sanitaire équipée d'un réseau solaire constitue un moyen pour rapprocher les populations des services de santé. Sotigi Award 2021, samedi dernier, la soirée a réuni sous le feu des projecteurs les visages du cinéma africain. Saint-Éloi Luc de la Guadeloupe remporte le Sotigi d'or. Le même acteur a raflé le trophée du meilleur acteur de la diaspora. Pour cette 6e édition, une vingtaine de personnes ont été gratifiées dans plusieurs catégories. Les images de cette soirée avec Béranger Zambelongo et Serge Kaboré. Il est le Sotigi d'or 2021. Saint-Éloi Luc de la Guadeloupe a été reconnu par ses pairs comme étant le meilleur acteur du moment. Comédien, metteur en scène et réalisateur français, il se dit honoré par cette distinction. Déjà, c'est une énorme surprise et un grand honneur d'être ici et honoré de la sorte, hors de chez moi, à l'extérieur. Être dans le pays du président Thomas Sankara, c'est vraiment un grand honneur et une très haute distinction pour moi. Et je pense à tous les miens, aux Antilles, Guyane, la Réunion, les Ultramarins. Merci 1000 fois. Pour le président de l'Académie des Sotigi, Kevin Monet, cette 6e édition des Sotigi Awards a été à la hauteur des attentes. Encore un défi de gagner dans la promotion des acteurs et comédiens du cinéma africain et de la diaspora. L'objectif est atteint. Parce que pour nous, quand on voit ces émotions-là, quand l'acteur reçoit son trophée et qu'il rentre en immersion, qu'il parle de sa vie, de ses déboires. Et pour aujourd'hui, quand il est récompensé, pour nous, c'est le summum en fait. Et quand on voit ces émotions-là, qui sont sincères, ces acteurs qui pleurent par moments, pour nous, il n'y a pas plus grande récompense que cela en fait. Nous avions dans cette salle toute l'Afrique réunie, de partout, de l'Afrique du Sud au Cameroun, du Nord en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique était dans cette salle. Et donc pour moi, c'est dit merci pour le soutien et merci pour cette célébration du continent africain. Rappelons que pour les Sotigi 2021, une dizaine de trophées et de prix d'honneur ont été décernés à des grands noms du 7e art. On peut citer entre autres Connie Ferguson, Kofi Adjololo, Amélie Mbaye et Ildevey Meda du Burkina Faso. Une cuvée 2021 qui était placée sous le thème Statut de l'artiste et rémunération équitable des acteurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora. Football Coupe du Monde Qatar 2022, les États ont joué leur dernière chance hier. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à arracher leur ticket de qualification face au Fenech. Ils ont échoué face à l'Algérie à match retour, mais ils ont livré un beau match. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Le résumé complet en images avec John William Somda. Fini les rêves de mondial pour les étalons du Burkina Faso. Obligés de l'emporter face au Fenech d'Algérie, les hommes de Kamou Malo n'ont pu réaliser l'exploit à Abidjan en concédant le nul face à leurs homologues algériens.
Dans cette rencontre ô combien importantissime, les étalons sont les premiers à concéder l'ouverture du score lorsque Riyad Mahrez trompe Hervé Kofi à la 20e. Un but qui vient freiner l'élan des étalons mais ne le coupe pas. En effet, les étalons jouent le coup à fond et finissent par faire la jonction à 1 minute du terme de la première période suite à une réalisation de Zakaria Sanogo. Un but partout entre les deux formations au moment de regagner les vestiaires pour la période d'oxygénation. En seconde période, les étalons reviennent avec plus d'envie et bousculent les Fennecs. La domination en ce moment est burkinabé, mais la réussite algérienne. Sur une action bien menée, Soufiane Fegouli permet aux siens de mener 2-1. Un but qui coupe un petit peu l'herbe sous les pieds des étalons. Ils sont obligés en ce moment d'inscrire au moins 2 buts pour se qualifier. À défaut d'en inscrire 2, les poulains de Malo trouvent les forces mentales pour recoller au score suite à un pénalty transformé par Issoufou Dayou. 2 buts partout alors qu'il reste 7 minutes à jouer. Malgré toute la bonne volonté affichée, les étalons n'en feront pas plus, consacrant ainsi la qualification des Fennecs pour le 3e et dernier tour des qualifications pour le Mondial 2022. Fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain 7h30 pour un nouveau journal. Les programmes se poursuivent pour l'instant sur Tweet TV. Très bonne suite de programmes à toutes et à tous. Prenez surtout soin de vous.